Marché. Super, très bien. Alors, je pense que Rachel va venir, je pense, j'imagine. On va voir. Ça va être la surprise. Ouais. Eustache, t'es prêt pour le... Et puis, il y a Claudine aussi qui doit venir normalement, j'imagine. On va voir. T'es prêt pour le résumé? Ah, c'est moi? Oui, bah oui, c'est sûr. C'est une tradition maintenant. Bah, visiblement, oui. Oui, j'ai eu des petites notes. Après, alors, tu en as parlé des phénomènes impermanents qui, en fait, peuvent durer longtemps, comme le continuum de conscience. Voilà, que la somme de tous ces instants sont le continuum, donc le continuum. Donc, dans le continuum de conscience, il n'y a pas de début ni fin, malgré que c'est un phénomène impermanent. Après, tu as dit la vacuité implique la causalité. On a dit que tout ce qui était conventionnel est relatif, qu'il n'y a pas d'absolu. Et donc, c'est cela la vacuité. La vacuité implique donc la causalité, ce que Shantideva disait. Et tu as parlé du filet d'un drap et le vide dépend du plein et vice-versa. Et puis, on a dit face à une analyse ultime, on trouve la vacuité, l'absence de soi ou... bah, c'est tout en fait, hein. Moi, c'est ce que j'ai résumé. Ok, Face à l'analyse ultime, on trouve la vacuité. Voilà. très bien. Excellent. Mais c'est pas la vacuité qui a été cherchée, ouais. Oui. Ouais. C'est-à-dire que si on analyse tout ce qu'on veut, on analyse une table telle qu'elle nous apparaît, on va essayer de trouver cette table telle qu'elle nous apparaît, elle nous apparaît comme existant de manière inhérente, on va essayer de la chercher dans ses parties constituantes, impossible à trouver, ouais, on trouve sa vacuité d'existence inhérente, ouais. Voilà. Très bien, donc la vacuité est trouvée, mais c'est pas la vacuité qui a été cherchée initialement, ouais, Oui. qui était soumise à l'analyse, ouais. Mm. Voilà, bravo, excellent, ça c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, on en est à un point très important avec la strophe 6a et b. Alors, je ne sais pas quelle page c'est pour vous. Moi, c'est 61. 56. 56 pour vous, ok. Donc, c'est page 56 et c'est très, très important parce que c'est là où il y a des débats encore. Il y a ce fameux fight entre les écoles du véhicule fondamental et les écoles mahayanistes. Et même ici, dans le commentaire de sa sainteté, on peut voir des débats internes au Madhyamika. Ouais, parce que l'école Madhyamaka, elle a plusieurs sous-écoles. Ouais, ça, vous le savez déjà. Ouais, Mhm. ok. Très bien. Et donc, c'est utile de regarder plusieurs commentaires. Moi, j'ai regardé 5 commentaires du texte là, parce que c'est très difficile de s'y retrouver parfois, la façon dont c'est traduit. Très bien. Donc, que dit Shantideva ici? Il débat en fait avec les substantialistes, ceux qui ont qui adhèrent à une existence inhérente. Ouais. Mhm. Très bien. Et donc, eux, ils disent, en fait, en background, dans le contexte du débat, ils disent, en fait, les tables, les personnes, les événements, etc., tout cela nous apparaît, et tout cela nous apparaît comme existant par ses propres caractéristiques. Ouais, c'est un petit peu le point de vue des Sautrantika, si vous avez déjà un petit peu évoqué le sujet des Sautrantika qui suivent le raisonnement. Pour eux, les vérités ultimes, c'est ce qui existe de manière pure et dure. C'est les phénomènes impermanents, les phénomènes spécifiques. Ouais. Et donc, ils existent par leurs propres caractéristiques. Et donc, les Sautrantika disent au Madhyamika comme Shantideva, ils disent bah, tous ces phénomènes impermanents sont des vérités ultimes, apparaissent aux consciences ultimes, les perceptions directes, et ils apparaissent tels qu'ils sont. Et les perceptions directes, elles ne se trompent pas, elles sont non erronées. Et donc, les perceptions directes doivent être d'accord avec l'existence par leurs propres caractéristiques de ces phénomènes. Ouais, vous voyez un petit peu de quoi ça parle? Ouais. Ouais, ok. Ou c'est un peu flou? Non, ça va? Mhm. Ça va. Ok, bon, très bien. Très bien. Et donc, en effet, c'est ce que vont dire les Sautrantika à Shantideva. Shantideva, elle répond, elle dit la forme et les autres objets des sens tirent leur évidence du sens commun et non d'une cognition valide. Donc ici, ils ont mis connaissance réelle, mais en réalité, c'est bien cognition valide. Très bien. Et donc, parce que les Sautrantika disent la forme et les autres objets des sens sont connus par une cognition valide.
sont connus par une... Quand vous voyez une table, si quelqu'un vous demande est-ce que vous avez vu une table ou pas, est-ce que vous êtes capable de le dire? Ah bah ouais, Que vous l'avez vu, oui. Pour sûr. Et donc, jusque-là, ça va. jusque-là, ça va. Si vous avez vu une table et que cette table est là devant vous, etc., vous êtes en mesure de dire, j'ai pu voir cette table-là. Pourquoi est-ce que vous en avez la certitude? Parce que vous en avez eu une cognition valide. Mhm. Ouais. Une cognition irréfutable, infaillible. Ouais. Mhm. Salut Rachel. Ah, Elle- Ça va bonsoir. Oh. Rachel. On se demandait si tu allais venir. Mais j'ai pas de réseau, ça s'arrête pas de couper. D'accord, ok. Donc Bon. je suis peut-être pas là la soirée, je sais pas, on verra. Voilà, ce sera la surprise. C'est ça. Ouais. Donc on en est dans la strophe 6 A et B, page 56 pour vous. Ok. Et le contexte, c'est de se dire, ok, quand on voit une table, est-ce qu'on en a la certitude qu'on perçoit cette table-là ou est-ce qu'on pourrait douter? Est-ce que vous pourriez douter que vous voyez une table en face de vous? Non. Non, c'est C'est pas- irréfutable. Voilà, exactement, c'est infaillible, oui. C'est-à-dire que votre esprit obtient son objet identifié. Votre esprit a une cognition valide de cet objet-là. Ouais, très bien. Donc c'est infaillible, c'est irréfutable. Le problème, c'est que cette table, elle donne l'apparence d'exister de son propre côté. Ouais. Oui. Oui. Donc les Sautrantika disent, puisque la table apparaît à une cognition valide, la cognition valide est en train de valider l'existence de son propre côté de cette table. Mhm. Cette table semble exister de son propre côté, et puisqu'on ne se trompe pas vis-à-vis de cette table, eh bien notre cognition valide doit valider, certifier l'existence inhérente, l'existence absolue, intrinsèque, par ses propres caractéristiques de cette table. Ouais, ça c'est le contexte. Et donc c'est ce qu'ils disent à Shantideva. Et lui il dit oui, mais la forme et les autres objets des sens tirent leur évidence du sens commun, donc de ce qui est communément reconnu, et non pas d'une cognition valide. En fait, ce qu'il veut dire Shantideva, c'est que la cognition valide ultime réfute Mhm. l'existence inhérente. Oui. Ouais, la cognition valide de la vacuité va dire, mais il n'y a pas de table existant de manière inhérente. Ouais, cette apparence est trompeuse. Cette apparence est trompeuse. Ouais. Et c'est difficile pour les Sautrantika, parce que pour eux, ils vont dire, si l'apparence est trompeuse, elle se trompe sur toute la ligne. Ça veut dire qu'on ne voit pas vraiment une table là. Mais pourtant, on est tous tombés d'accord que c'est bien une table qui est en face de nous. Il n'y a pas de table inhérente, mais il y a bien une table en face de nous. Ouais. Oui. Il n'y a pas de table absolue, mais il y a bien une table relative. Ah oui. Ouais, très bien. Mais les Sautrantika, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Ils disent, puisque ça nous apparaît comme étant une table absolue et que notre cognition ne se trompe pas, c'est nécessairement une table absolue. Mhm. Ça va? Ça vous parle? Bah ouais. Ouais, génial. Et donc, sa sainteté dit, les réalistes, donc les essentialistes, les Sautrantika, etc., et les Madhyamika acceptent l'existence des formes, de choses et d'événements. Ça, on est obligé de l'accepter, sinon on serait nihiliste. Ce qui les oppose, c'est de savoir si les formes existent de la façon dont elles paraissent exister, Mhm. de manière absolue, inhérente, etc. Oui. Les réalistes soutiennent que non seulement les formes existent, mais qu'elles existent comme nous les percevons. Selon eux, nos perceptions des choses et des événements sont valides. En tant que telles, affirme-t-il, ces choses et ces événements doivent posséder une réalité objective intrinsèque. Ouais. Ouais. Oui. Réalité objective, intrinsèque, inhérente, absolue, par ses propres caractéristiques, tout ça c'est équivalent. Ouais. Mhm. Très bien. Et donc les Madhyamika, ils ne sont pas d'accord. Shantideva n'est pas d'accord. Les Madhyamika répondent que bien qu'il soit vrai que les choses et les événements, en tant que forme, soient perçus par des cognitions valides, telles que nos perceptions sensorielles, cela n'entraîne pas forcément que ces perceptions soient valides sous tous leurs aspects. Et voilà. Ça, c'est très important. Mhm. Elles le sont quand elles appréhendent les objets, mais elles sont trompeuses quand elles les perçoivent comme possédant une existence intrinsèque, indépendante et objective. Mhm. Alors, est-ce que ça vous parle? Comment est-ce que vous pourriez le reformuler? Ben, que la perception n'est pas là pour certifier le mode d'être du phénomène, la forme qu'il prend. Oui, tout à Oui. fait. Le mode d'être d'un phénomène, on va dire la vérité ultime d'un phénomène,
n'apparaît pas aux consciences sensorielles. Ouais. La vacuité n'apparaît pas aux consciences sensorielles. Si ça apparaissait, on pourrait se dire encore que ce serait plutôt facile de la réaliser parce qu'elle nous apparaît, ensuite il faut juste se fournir un certain effort pour la réaliser directement, etc. Mais en fait, elle ne nous apparaît pas, la vacuité. C'est même l'opposé de la vacuité qui nous apparaît. C'est une apparence trompeuse d'existence inhérente. Ouais. Mhm. Et donc, les consciences sensorielles sont trompées par ça. Ça veut dire que les tables, les objets, si vous regardez un objet qui vous plaît en particulier, ce sera peut-être plus utile qu'un objet neutre, etc. Si vous prenez un objet qui vous plaît, vous allez voir que c'est comme s'il vous plaisait de son propre côté. Il donne l'impression qu'il est plaisant de son propre côté, comme si vous n'y étiez pour rien, en fait. Mhm. Ouais. Ouais. C'est l'impression que ça donne, en fait. Et donc, Spinoza disait le contraire, en fait. Il disait, les choses ne sont pas... nous n'aimons pas les choses parce qu'elles sont belles parce que nous les aimons. Ouais. Et donc, en effet, il était plutôt Madhyamika. Salut Axel. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on en est vers la strophe 6a et b. Ouais. On est en train de se poser la question, comment est-ce que les choses nous apparaissent? Et donc, si on prend un objet plaisant, on va voir que cet objet semble être plaisant de son propre côté sans qu'on y soit pour quelque chose. Sans que nos empreintes, sans que nos goûts et nos couleurs y soient pour quelque chose. Ouais. Et donc, en fait, c'est tout le contraire en réalité. Nos goûts et nos couleurs font en sorte que cet objet soit plaisant. Il n'est pas plaisant de son propre côté. S'il l'était, il plairait à tout le monde. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que n'importe quel être, humain et non humain, trouverait cet objet plaisant si cet objet était plaisant de son propre côté. Ouais, ça va? Ok, très bien. Et donc là, on est déjà en train d'analyser, on est en train de se dire, bah non, il n'existe pas de son propre côté, il n'est pas plaisant de son propre côté. Donc là, on est déjà en train d'analyser. Et donc, on est en train de se dire, ok, il n'y a pas d'aspect plaisant du côté de l'objet, ça veut dire que c'est subjectif. C'est subjectif. Mais ça donne l'impression d'être objectif. C'est-à-dire que l'apparence est totalement à l'opposé du mode d'être de cet objet-là. Ouais. Ouais. Mais il continue de nous apparaître comme s'il était plaisant de son propre côté, etc., etc., etc. Et donc, nos consciences sensorielles, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles certifient cela ou pas? C'est là où ça pose question. En fait, nos consciences sensorielles n'ont pas autorité, comme disait Dominique, à certifier le mode d'être d'une table. Notre conscience visuelle appréhende une table, c'est tout. Oui. Notre conscience visuelle, elle n'analyse pas de manière rationnelle en se disant est-ce que cette table existe en soi, pas en soi, etc. Une conscience visuelle ne réfléchit pas. Ouais. Donc ça veut dire que même si la table apparaît comme si elle existait de son propre côté, comme si elle était plaisante de son propre côté, etc., elle apparaît de cette manière-là aux consciences sensorielles, mais les consciences sensorielles, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne certifient que les objets eux-mêmes, pas leur mode d'être. C'est un petit peu, on pourrait prendre un petit peu l'exemple, par exemple, vous avez des jeux assez basiques, par exemple pour développer l'esprit des enfants, où on met il y a un cube, un triangle, un cercle, etc., qui doivent rentrer dans les mêmes formes. Ouais. Donc, vous avez déjà vu ça. Et donc, ça veut dire que, imaginons que dans une case rouge, la case est carrée, et donc on peut mettre un cube dedans. Mais que le cube soit rouge ou pas, n'est pas le problème. Il rentre dans la case de toute façon. Donc on peut très bien mettre un cube vert dans une case rouge. Du moment qu'il rentre, ça va. Donc ça veut dire que même s'il ne correspond pas à la couleur, la forme correspond. Ouais. Là, pour les consciences sensorielles, c'est un peu le même principe. La couleur, ce serait le mode d'être, et la forme, c'est que l'objet lui-même. C'est-à-dire que la forme est appréhendée par la conscience visuelle, mais pour ce qui est du mode d'être, la conscience visuelle, la conscience auditive, etc., ne s'en préoccupent pas. Ouais. Donc c'est un petit peu le même principe des cubes. Vous pouvez mettre des cubes, vous pouvez pas mettre un cube dans un triangle, dans la case triangle, ça rentre pas. Vous pouvez pas mettre un triangle dans une case cube, ça rentre pas. Mais vous pouvez mettre un cube bleu, jaune, vert, etc. dans une case cubique, carrée, qui serait rouge. Même si la couleur ne correspond pas, la forme correspond. L'objet lui-même en tant que tel correspond, ouais. Donc, je sais pas si cet exemple, je trouve qu'il est un peu... Non, c'est bien. Ouais, bon, ok. Il y a certainement de meilleurs exemples.
Mais on pourrait prendre un autre exemple. Par exemple, vous faites un double de vos clés. Au début, vous aviez une magnifique clé, superbe, une antiquité, etc., qui a beaucoup de valeur, etc. Mais vous faites un double parce que vous l'avez perdu. Et ce double, vous le faites juste en résine, quelque chose qui n'a pas du tout de valeur. Mais c'est pas grave, puisque ça fonctionne quand même. Vous pouvez quand même ouvrir la serrure grâce à cette clé, même si la nature de cette clé est un petit peu factice, d'une certaine manière. Là, c'est le même problème avec les consciences sensorielles. Les consciences sensorielles ne se préoccupent pas de la valeur ontologique, en fait, de la valeur du mode d'être des phénomènes. Ouais. Oui. Elles ne s'occupent que des objets eux-mêmes. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ouais, super. Excellent. Très bien. Très bien, très bien. OK. Et donc, c'est ce que disent les Madhyamikas, c'est ce que dit Shantideva. Elle dit, en fait, les consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles n'ont aucune autorité pour valider ou non le mode d'être des tables, des fleurs, des odeurs, des saveurs, etc., etc. Même si tous ces objets continuent d'apparaître comme s'ils existaient de manière indépendante. Ouais, comme s'ils existaient de leur propre côté. Comme si c'était plaisant de son propre côté, déplaisant de son propre côté, neutre de son propre côté, etc., etc. Ouais. Oui. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on se rend compte que les objets semblent exister de cette manière? C'est la conscience mentale. C'est la conscience mentale. On se pose des questions, on se dit, tiens, comment est-ce que cette table ou comment est-ce que cet objet plaisant m'apparaît? Il m'apparaît comme s'il était plaisant de son propre côté. Donc, c'est la conscience mentale qui analyse, ouais. C'est la conscience mentale qui se rend compte de la façon dont les objets apparaissent aux consciences sensorielles, ouais. Et donc, c'est à nouveau la conscience mentale qui va analyser, méditer, réfléchir, examiner la nature des choses et essayer d'être en accord avec la réalité des choses, ouais. Très bien, excellent. OK. Et donc, pourquoi est-ce que les phénomènes semblent exister de leur propre côté? Pourquoi est-ce qu'il y a cette apparence trompeuse? C'est la convention voilée. Oui, tout à fait. C'est une convention voilée, exactement. Donc, ça veut dire qu'une table est une convention voilée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est voilé? C'est son mode d'être. Son véritable mode d'être est voilé. Ça veut dire que cette table donne l'apparence d'exister en soi, alors qu'elle est dénuée d'existence en soi. Ouais, donc elle voile son vrai mode d'être. Et qu'est-ce qui fait que c'est une convention voilée? Qu'est-ce qui fait qu'elle donne cette apparence d'existence inhérente? Est-ce que c'est la faute de la table? C'est l'ignorance. L'ignorance, oui. C'est l'ignorance, exactement. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance et les empreintes de l'ignorance, ouais. Ça, on en avait parlé. On avait parlé de l'ignorance manifeste, qui est comme l'ail dans la boîte, et on avait parlé des empreintes de l'ignorance, qui sont comme l'odeur de l'ail dans la boîte, ouais. Très bien, ok. Bravo, c'est tout à fait ça. Très bien, donc les Madhyamikas répliquent que l'intention première du Bouddha, quand il a donné ses... je suis à la bonne page ou pas? Non. Non. Non, pardon. Désolé. Donc les Madhyamikas répondent que bien qu'il soit vrai que les choses et les événements en tant que forme soient perçus par des conditions valides, telles que nos perceptions sensorielles, cela n'entraîne pas forcément que ces perceptions soient valides sous tous leurs aspects. C'est ça qu'on a dit. Ça veut dire qu'il y a quand même cette apparence trompeuse. Elles le sont quand elles appréhendent les objets, mais donc ce sont des conditions valides quand elles appréhendent les objets, mais elles sont trompeuses quand elles les perçoivent comme possédant une existence intrinsèque, indépendante et objective. Donc en fait, elles perçoivent l'existence, l'apparence d'existence inhérente, etc., mais on ne pourrait pas dire qu'elles le réalisent, on ne pourrait pas dire qu'elles réalisent cela, ouais. Parce que réaliser quelque chose, ça implique que ce quelque chose existe. Donc nos consciences sensorielles ne réalisent pas l'existence inhérente et elles ne réalisent pas non plus l'apparence d'existence inhérente. C'est la conscience mentale qui s'en rend compte. Ouais. Ok. Donc ça, bien sûr, ça demande beaucoup de développement dans la psychologie bouddhiste, etc. Mais il suffit simplement de se dire que c'est un petit peu comme ce problème de couleur et de forme, en fait. Ok. Donc par conséquent, selon les Madhyamikas, nous pouvons parler de deux aspects de la perception. D'un certain point de vue, elle est valide,
d'un autre point de vue, elle est trompeuse et entachée d'erreurs. Donc ça veut dire que c'est pas tout blanc, tout noir en fait, hein. C'est-à-dire que si on dit que parce que notre perception visuelle, il y a une table qui semble apparaître comme si elle existait de manière inhérente, elle apparaît comme si elle existait de manière inhérente, ça c'est totalement à côté de la plaque, parce qu'elle n'existe pas de manière inhérente, mais il y a cette apparence-là. Si on disait que cette conscience visuelle est complètement foutue à cause de ça, qu'on ne pourrait pas l'utiliser, etc., à ce moment-là, on pourrait utiliser aucune de nos consciences. Puisqu'on est plongé dans le monde de l'illusion. Il y a cette apparence illusoire d'existence inhérente de tous les phénomènes. Sauf, il n'y a que la vacuité, pour un arya qui est en réalisation directe de la vacuité, qui se montre telle qu'elle est. Ça, on en avait déjà parlé, ouais. Mais à part cela, tout le reste donne l'apparence d'existence inhérente pour les êtres comme nous. Ouais. Et même pour les arya bodhisattvas qui sont extrêmement évolués, etc., il y a cette apparence d'existence inhérente qui va être là jusqu'au seuil de l'éveil. Il n'y a qu'au moment de l'éveil qu'il n'y a plus cette apparence-là. Puisqu'il n'y a plus les empreintes de l'ignorance. Ouais. Ça vous parle? Ah ben ouais. Ouais. Excellent. Excellent. Ça me fait penser quand on avait parlé justement des deux vérités, les conventionnelles et ultimes, Oui. et on avait posé la question, est-ce que, en fin de compte, qu'il a le même objet quand on faisait l'analyse? Oui. Exactement. Ça veut dire que c'est une même entité. La vérité conventionnelle et la vérité ultime sont une même entité. Ouais. Elles sont liées par la même entité. Ça veut dire que l'une ne peut pas exister sans l'autre. Ouais. Donc en effet, si quelqu'un réalise la vacuité d'une table, il doit nécessairement éliminer toutes les surimpositions par rapport à l'existence inhérente de la table, de cette table. Ouais. Parce que c'est nécessairement deux perspectives par rapport à un même objet. Très bien. Et donc, en effet, la table est vide, la forme est vide, le vide est forme, etc., etc. C'est ça qu'on avait vu, vous vous souvenez, quand on avait vu justement cette corrélation entre les deux vérités. Ouais. Très, très bien. Excellent. Donc, en effet, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une table pour qu'il y ait l'apparence d'existence inhérente d'une table. Donc, ça veut dire que sans table, pas de bras, pas de chocolat. Pas de table, pas d'apparence d'existence inhérente d'une table. Ouais. Il faut bien que quelque chose soit là pour que ça donne cette apparence d'existence inhérente. C'est-à-dire qu'on n'est pas nihiliste en tant que Madhyamika ou en tant que Prasangika comme Shantideva. Si on essaye d'obtenir sa vue, on est censé ne pas être nihiliste. C'est-à-dire qu'il faut que la table existe pour donner l'apparence d'existence inhérente. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit réaliser la vacuité de la table ne va pas éliminer, détruire la table, ne va faire qu'éliminer la saisie d'existence inhérente et au bout d'un moment même l'apparence d'existence inhérente de la table. Mais la table, elle va rester intacte. Ouais. Oui. Excellent. Ça veut dire que la table elle-même, elle n'est pas établie par l'ignorance. Si elle était établie par l'ignorance, si l'existence même de la table était établie par l'ignorance, au moment où on cesse d'être ignorant, où on se réveille du cauchemar, du samsara, etc., la table cesserait d'exister. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas le cas. Ouais. Waouh, magnifique. Excellent. Donc la table continuera d'exister même quand on sera éveillé. Ouais. Par contre, l'appréhension d'une existence en soi et même l'apparence d'existence en soi, tout ça, ça va disparaître. Mais la table, elle sera laissée intacte. Elle n'aura même pas une égratignure. Excellent. C'est tout à fait ça. Ouais, ça vous parle? Oui. C'est magnifique, ça c'est très très important. C'est là où on voit cette corrélation entre la vacuité et la causalité, la vacuité et le karma, la vacuité et les conventions, etc. Très important. Ok. Très très bien. Franchement, c'est très réjouissant de vous voir suivre comme ça. Je trouve ça magnifique. Excellent. Donc le fait de comprendre cela nous permet d'attribuer deux aspects à un seul événement de cognition. Le fait d'avoir une expérience directe, valide, des objets ne signifie pas que ces choses et événements possèdent une existence intrinsèque et objective, contrairement à ce que disent les essentialistes. Et donc il dit c'est cette dissension au cœur du débat entre Bhavaviveka et Chandrakirti qui a entraîné l'émergence des courants Swatantrika et
prasangika au sein du Madhyamaka. Le débat entre Bhavaviveka et Chandrakirti tournait autour de la question suivante. Y a-t-il des objets communément établis par les réalistes et les Madhyamikas, des objets ayant une existence intrinsèque et une nature propre? Là, ça mérite d'être évoqué plus en détail. Qu'est-ce que ça veut dire swatantrika? Ça veut dire autonomiste. Ouais. Swatantra, ça veut dire autonome. Ou autonomie, etc. etc. Et donc, pourquoi? Parce que ces maîtres-là, ces maîtres du passé qui ont beaucoup débattu pendant des siècles, ils ont dit que, en fait, pour examiner les choses, pour essayer de découvrir la nature ultime des choses, la vacuité, pour se réveiller du sommeil de l'ignorance et pour se débarrasser de la souffrance, il faut bien sûr analyser, ça tout le monde est d'accord. Mais quand on analyse, on peut faire des syllogismes. Un syllogisme, c'est quoi? C'est une preuve qu'on fournit à quelqu'un. On va dire par exemple, le son est impermanent car il est produit. Ouais. On va essayer de prouver que le son est impermanent et on va le prouver grâce à une raison, parce qu'il est produit. Ouais. Et donc ça, c'est un syllogisme. Et donc, tout le monde est d'accord sur l'intérêt des syllogismes. Acharya Chandrakirti, Shantideva, Bhavaviveka, ils sont tous d'accord sur l'intérêt des syllogismes. Le problème, c'est que pour Bhavaviveka, pour les Swatantrika, ils vont dire qu'on a besoin de syllogismes autonomes. Ça veut dire que le son a une existence autonome, l'impermanence du son a une existence autonome, la raison qui est produit, donc produit, a une existence autonome, etc. Ça veut dire que ça doit être validé à la fois par la personne qui formule le syllogisme et la personne qui l'entend. C'est-à-dire que les deux doivent être d'accord sur la réalité inhérente du son, l'impermanence du son, la production du son, tout ça doit exister de manière inhérente. Et les deux personnes en train de débattre doivent être d'accord là-dessus. Mais les prasangikas disent non, on n'est pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord, il n'y a pas de son inhérent, il n'y a pas d'impermanence inhérente, il n'y a pas de production inhérente. Donc comment est-ce qu'on pourrait être d'accord avec vous? Et donc c'est pourquoi Arya Nagarjuna, le premier, en fait, l'un des premiers, Prasangika, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a employé la conséquence Prasanga. Donc c'est pourquoi on l'appelle Prasangika, a posteriori. Prasanga, c'est la conséquence à l'absurde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, quelqu'un qui affirme la thèse que le son serait permanent, par exemple. Ouais. Quelqu'un qui viendrait dire, par exemple, dans les traditions non bouddhistes à l'époque, il y avait des tenants non bouddhistes qui disaient que le son Om était permanent et créait l'univers. Et donc, peut-être pas tous les tenants non bouddhistes affirmaient cela, mais certains l'affirmaient. Que Arya Nagarjuna, lui, il ne va pas essayer de leur dire le son est impermanent car il est produit, etc. Parce que s'il dit ça, ses adversaires vont comprendre le son inhérent qui est impermanent de manière inhérente parce qu'il est produit de manière inhérente. Eux, ils seraient tentés de comprendre ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, Arya Nagarjuna? Il va employer juste une conséquence à l'absurde. Il va dire, puisque vous dites que le son est permanent, à ce moment-là, il s'ensuit, la conséquence, c'est qu'il n'est pas produit. Ouais. C'est-à-dire que Nagarjuna n'a pas besoin de prendre à son propre compte le son tel qu'il est affirmé par ses adversaires. Il va retourner le tapis contre eux. Il va juste retourner le tapis. Mais lui, il ne garde pas le tapis. Il leur redonne. Ouais. Ça veut dire qu'au lieu de prendre à son propre compte un son qui serait intrinsèquement impermanent, intrinsèquement produit, etc., il dit votre son que vous-même considérez comme étant inhérent, etc., que vous considérez de plus comme étant permanent, et s'ensuit qu'il n'est pas produit, puisque vous considérez qu'il est permanent. Ouais. Parce que si quelque chose est permanent, si un phénomène est permanent, il ne peut nécessairement pas être produit. Ouais. Et donc c'est pourquoi, si vous lisez les traités d'Arya Nagarjuna, la plupart des traités dialectiques, qui sont assez connus dans la tradition du Madhyamaka, c'est même les traités fondateurs du Madhyamaka, là, il emploie beaucoup de conséquences. Il dit, il s'ensuit alors que ceci, que cela, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de prendre à son propre compte
le postulat de l'existence inhérente de ces adversaires en débat. Ouais. Donc, comme il emploie beaucoup la conséquence, le prasanga, on va a posteriori l'appeler prasangika. Mais du temps de Arya Nagarjuna, ce terme n'existait pas encore, prasangika. C'est après, quand Acharya Chandrakirti est arrivé, qu'il a répondu un petit peu à Bhaviveka en disant non, c'est bien la conséquence qu'il faut employer pour les Madhyamika, pour ne pas justement avoir à garder le tapis quand on le retourne contre les adversaires. Ouais. Excellent. Et donc, ceux qui disent, OK, le son a une existence autonome, l'impermanence a une existence autonome, etc., on va les appeler les swatantrika, ceux qui acceptent l'autonomie, on va dire. Ouais. Les syllogismes, ils vont employer des syllogismes autonomes. C'est-à-dire que le sujet du syllogisme, le prédicat du syllogisme, la raison du syllogisme, tout ça, ça a une existence autonome. Et ça a un lien aussi, un lien autonome, intrinsèque, indépendant. Et donc, c'est pourquoi il y a cette subdivision qui est acceptée la plupart du temps, mais il y a des gens, des académiciens bouddhistes actuels qui disent que la nuance entre les swatantrika et les prasangika n'est pas si évidente que ça quand on regarde les textes classiques. Mais c'est vrai que dans la tradition Gelupa, on a vraiment cette démarcation presque infaillible, presque incontournable des swatantrika madhyamika et des prasangika madhyamika. Et donc, forcément, qui a raison là-dedans? Les prasangika. Ils sont considérés comme étant le top du top, comme étant infaillibles et irréfutables. Mais c'est très difficile de comprendre ce que dit Arya Nagarjuna, Arya Chandrakirti, etc., ou Shantideva. C'est très difficile. Il faut plusieurs commentaires pour essayer d'aborder leur point de vue, parce que c'est très, très difficile. Mais si on arrive à comprendre un petit peu le point de vue swatantrika, c'est une marche supplémentaire qui nous permet ensuite d'arriver au palier prasangika. Ouais. Donc c'est ce que disent les swatantrika. Ils vont dire la table apparaît comme si elle existait de manière inhérente. Ouais. Et elle apparaît comme si elle existait de manière inhérente. À quoi? À une perception visuelle, par exemple. Et cette perception visuelle, c'est une cognition valide. Puisqu'elle est valide, et puisque c'est une cognition valide, elle est valide sur tout le tableau. C'est-à-dire qu'elle est valide sur le fait que ce soit une table, et elle est valide sur le fait que cette table ait une existence inhérente, puisque c'est une cognition valide. Oui. Ouais. Ça, c'est ce qu'on va dire les swatantrika. Et Rachel n'est pas d'accord. Rachel est plutôt prasangika. Ce n'est pas parce que, en effet, la table donne l'apparence d'exister en soi, d'exister de manière indépendante, à une cognition valide, que cette cognition valide doit valider ce mode d'être. Ouais. Donc ça veut dire que les prasangika vont dire en effet, la validité, elle ne renvoie qu'au fait que ce soit une table et c'est tout. Ouais. Mais la cognition n'est pas du tout valide au regard du mode d'être, puisque une perception visuelle n'a pas autorité à s'occuper du mode d'être d'une table, elle s'occupe juste d'une table. Ouais. Génial. Bravo, bravo. Ça, c'est super. Donc, il y aurait beaucoup de développement à faire là-dessus, mais là, c'est juste une introduction. OK. Et donc, c'est cette fameuse question, les objets, est-ce que... donc, c'est cette question du débat. Le débat entre Bhaviveka et Chandrakirti tournait autour de la question suivante. Y a-t-il des objets communément établis par les réalistes et les madhyamika, des objets ayant une existence intrinsèque, une nature propre? Alors, les madhyamika, les swatantrika madhyamika vont dire oui, il y a une existence inhérente. Il y a une existence inhérente conventionnellement. Ouais. Les swatantrika, les autonomistes vont dire il y a une existence inhérente conventionnellement, puisque ça nous apparaît conventionnellement. Mais il n'y a pas d'existence inhérente au sens ultimement. C'est ça qu'ils vont dire. Et les prasangika, comme Nagarjuna, Shantideva, vont dire il n'y a pas d'existence inhérente du tout. Ni ultimement, ni conventionnellement. C'est pourquoi leur vacuité est une négation non affirmative. Ouais, vous vous souvenez, on en avait parlé de ça? On parlait de négation affirmative, non affirmative, ouais. Eh bien, à la place. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les prasangika acceptent la vacuité comme une négation non affirmative parce qu'il n'y a rien qui soit affirmé en lieu et place de l'objet qui est réfuté.
C'est-à-dire qu'on dit il n'y a pas d'existence inhérente du tout. On ne dit pas si c'est ultimement, conventionnellement, etc. Ouais. Alors que les Swatantrika disent il n'y a pas d'existence inhérente ultimement. Qu'est-ce que ça sous-entend? Il y en a une conventionnellement. Exactement, tout à fait. C'est comme si on disait il n'y a pas d'existence inhérente le jour. Il y en aurait une la nuit. En deux. Ouais. Là, c'est le même principe. Ça veut dire que leur négation est une négation affirmative. C'est-à-dire qu'en lieu et place de l'objet de négation, ils affirment autre chose. Et donc, forcément, ils laissent, comment dire, ils laissent du terrain pour s'agripper à quelque chose, pour saisir une existence inhérente, qui est la racine de notre samsara, etc. Alors que si on a une négation pure et simple, il n'y a rien à quoi s'agripper. Il n'y a rien qu'on puisse saisir. Bon, il est arrivé dans l'histoire de la philosophie bouddhiste que certains aient pu saisir la vacuité elle-même. Pourquoi pas? Mais peut-être parce que, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que la vacuité peut être absolutisée. L'absence d'absolu peut être absolutisée. Pourquoi pas? Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont essayé. Ok. En tout cas, bravo, c'est génial. Si vous voyez bien ce développement ici, parmi les raisons, de voir qu'en effet, les Swatantrika ont une vacuité qui est une négation affirmative. Pourquoi? Parce qu'ils affirment l'existence inhérente conventionnellement. Ils la réfutent ultimement, mais ils l'affirment conventionnellement. Alors que les Prasangika disent qu'il n'y a pas d'existence inhérente du tout. Ni Ouais. ultimement, ni conventionnellement. Ouais. Et donc, c'est pourquoi leur point de vue est beaucoup plus subtil. Et c'est en effet quand les pratiquants méditent sur la vacuité mentionnée par Shantideva, c'est une égalité méditative semblable à l'espace. C'est de ça qu'on parle quand on parle de cette égalité méditative semblable à l'espace. Pourquoi? Parce que l'espace est une simple négation. L'espace est une simple négation, pas d'existence inhérente, mais d'obstruction matérielle, ouais, de contact obstructif. Ouais, vous vous souvenez? Ouais. C'est une simple négation, ouais, une simple absence. La vacuité est une simple absence, et une absence beaucoup plus constructive que la simple absence de contact obstructif. C'est une absence d'existence inhérente, etc. Mais du point de vue de l'absence, c'est similaire. Ouais. Ça veut dire que quand la personne, le yogi, médite sur la vacuité, au bout d'un moment, au bout de tous ces raisonnements, la personne doit méditer sur une absence semblable à l'espace. Ce n'est pas un simple néant comme l'espace qui est vide d'obstruction, etc. C'est une absence d'existence inhérente. La personne doit certifier cela et s'absorber dans cette absence semblable à l'espace. Ouais. Ah ouais. Ouais. Est-ce que c'est le seul moyen de faire cette ablation? Vous vous souvenez, on avait parlé de cette ablation. On a comme une verrue qu'il faut éliminer, qu'il faut enlever, un mélanome qu'il faut retirer. Et donc, il faut retirer juste ce qu'il faut. Il ne faut pas rajouter des trucs, il faut enlever des trucs. Ouais. Ou comme si on était devant un miroir déformant, et le miroir déformant fait en sorte qu'on ait une grosse tête, par exemple. On pourrait avoir la grosse tête, ça peut arriver, mais en réalité, si on est devant un miroir déformant et qu'il montre une grosse tête, qu'est-ce qu'il faut? Il faut retirer justement cette grosse tête. Il ne faut pas essayer de rajouter quelque chose, il faut retirer quelque chose. C'est pourquoi la vacuité doit être une simple absence, une négation non affirmative. Ouais. Yes. Bravo, bravo, c'est magnifique. Excellent. Très bien. Et donc, la strophe 6 continue. Mais ce sens commun se trompe lorsqu'il juge pur ce qui est impur. Donc ça veut dire que les essentialistes, les substantialistes, les essentialistes ou les réalistes ici disent que on a une cognition valide d'une table. Et on a une cognition valide d'une table qui apparaît comme si elle existait de manière inhérente. Donc notre cognition valide doit certifier l'existence inhérente de la table. C'est ce même débat dans lequel on est. Et donc Shantideva dit oui, mais ce sens commun qu'on a dans le monde peut se tromper. On peut très bien saisir ce qui est impermanent comme étant permanent, par exemple. On peut très bien saisir ce qui est déplaisant comme étant le bonheur. Ce qui est une simple sensation plaisante contaminée, on peut la saisir comme étant le bonheur stable et définitif. Et là-dessus, on se gourre complètement, on est à côté de la plaque. Ouais. Donc, ça veut dire que le papillon de nuit qui se précipite dans une flamme,
en étant persuadé qu'il va trouver le bonheur, qu'est-ce qu'il trouve? Une situation déplaisante. Et donc, ça arrive même aux êtres humains qui sont censés être l'espèce la plus intelligente sur cette planète. Malgré tout, il n'empêche qu'on se trompe régulièrement. On se trompe, on se fie aux apparences, etc. Beaucoup, énormément. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? D'obtenir des cognitions valides, même conventionnelles. De cesser de se tromper, même conventionnellement. C'est déjà énorme. De cesser de se tromper sur ce qui est impermanent, sur ce qui est douloureux, etc. Et donc, dans un des commentaires, je ne sais plus si c'est dans celui-ci, Sa Sainteté parle des 16 aspects des 4 nobles vérités. Donc ça, on en avait déjà parlé, on avait déjà vu que les 4 premiers aspects, par exemple, c'était quoi? Impermanence. Ah oui. Non-soi. La souffrance, l'impermanence, le vide. Oui. Et le non-soi. Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. Impermanence, souffrance, vide et non-soi. Ouais, ça vous parle? Voilà. Très bien. Et ensuite, pour les vraies origines, on a origine, cause, fort développement, production, etc., etc. Conditions, etc., etc. Très bien. Donc en fait, on a des différents aspects qui sont mentionnés dans les textes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on saisit l'opposé de ces aspects-là. C'est-à-dire que au lieu de se réaliser comme étant impermanent, on se saisit comme étant permanent. Oui. Ouais. On a l'impression que les choses vont durer, que notre situation va durer, on est persuadé que demain on sera toujours vivant, mais on n'en sait rien si ça se trouve. Ce ne sera pas le cas. On espère que ce sera le cas. Comme dit Sa Sainteté, il faut espérer le meilleur tout en se préparant au pire. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, surtout en étant dans la tradition bouddhiste. On essaie d'écouter ce que dit le Bouddha. Ok, il a parlé des 4 nobles vérités. Très bien. Souffrance, origine, cessation et voie vers la cessation. Très bien. Et donc, il a parlé de ces 16 aspects. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on a des surimpositions. C'est ce qu'on étudie dans l'Abhisammalamkara. On est persuadé que les choses existent de manière permanente, que nous sommes permanents. On a l'impression que ce qui est déplaisant, ce qui est contaminé est non contaminé, est pur et parfait. On a l'impression que la simple sensation plaisante, contaminée, c'est du bonheur pur et parfait, etc. On a l'impression qu'il y a un soi qui serait permanent, unitaire et autonome, ou un soi autosuffisant et substantiel, etc., ou un soi inhérent pour les prasangika. Et en fait, tout ça, c'est inexistant. Du pipeau. Exactement. Et donc, il faut s'entraîner à réaliser la réalité, à réaliser notre impermanence. On se dit, ok, je suis impermanent, pourquoi? Parce que je suis produit par quoi? Le karma, les afflictions. Qu'est-ce que ça engendre? La souffrance, les vraies souffrances, les agrégats contaminés. Qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de cette situation-là? Réaliser le vide et le non-soi. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie de réaliser tout ça. Mais la plupart du temps, si c'était avéré dès le départ, pourquoi le Bouddha aurait besoin d'enseigner cela? Et donc, si le Bouddha a besoin d'enseigner cela, c'est parce que justement, la plupart du temps, on est à côté de la plaque. C'est pourquoi, par compassion, une immense compassion, il a pu observer la situation de tous les êtres dans les multivers et voir que tous les êtres se trompent. Et qu'est-ce que ça engendre? La souffrance. Et donc, il les détrompe en leur montrant, regardez la réalité de la souffrance, observez, réalisez la souffrance pour ce qu'elle est, réalisez les vraies origines, etc. Débarrassez-vous des vraies origines, ne restez pas dans la souffrance, vous pouvez vous débarrasser de la souffrance, c'est ce que dit le Bouddha. Et comment est-ce qu'on le fait? En réalisant la réalité des choses, en se débarrassant de l'ignorance. Ouais. Il y a différents types d'ignorance. L'ignorance fondamentale qu'on est en train de voir ici avec le chapitre sur la vacuité, cette ignorance fondamentale qui saisit un soi de manière innée, de manière non artificielle, de manière vraiment instinctive, on pourrait dire. Il y a des ignorances plus acquises, par exemple, mettre le nez dans des bouquins de philosophie qui nous disent mais si, il y a un soi, un Atman qui existe de manière permanente, unitaire, autonome, et si on arrive à saisir cela, ça devient une saisie ignorante acquise. Ouais. Et il y a d'autres types d'ignorance, ignorer l'alphabet grec, ignorer je ne sais quoi, moi, les mathématiques, ignorer l'informatique, etc. Et ça, c'est pas très... c'est pas affligé, ce type d'ignorance. Heureusement que c'est pas une affliction.
Ouf. On est déjà sauvé. Bon, pour l'alphabet grec, ça va encore. Surtout pour Eustache. Mais sinon, pour le reste, bon. Ok. Et il y a des ignorants, des types d'ignorance qui sont beaucoup plus problématiques, comme on l'a vu, saisir la permanence de ce qui est impermanent, saisir comme étant le bonheur définitif, ce qui est simplement plaisant, etc. Ouais. Donc ça pose plutôt problème. Parce que, en dépendance de ces types d'ignorance, on va générer des afflictions, on va générer de la souffrance, des états perturbés, etc., etc. Ouais. Et donc, par exemple, justement, ce papillon de nuit qui est persuadé qu'il va trouver le bonheur dans cette flamme d'une bougie, c'est parce que c'est un état d'esprit distordu, tout simplement, qui le fait se suicider presque. Et il se suicide malgré lui, en fait. Il finit brûlé dans une flamme, à cause d'un état d'esprit distordu. Donc il y a des états d'esprit distordus qui sont des surimpositions, des types d'ignorance qui ne prêtent pas vraiment à conséquence. Mais il y a ces ignorances-là qui sont extrêmement dangereuses. Et donc, c'est ce que dit ici Shantideva, il dit, la plupart de nos états d'esprit sont distordus dans le monde, on se trompe beaucoup. Donc le monde ne peut pas faire autorité en termes de cognition valide. C'est ça qu'il est en train de dire dans cette strophe 6 C et D. Il dit, il y a beaucoup on prend comme étant pur ce qui est impur. Ouais. Ouais. Le papillon de nuit prenait la flamme comme étant pure et parfaite, comme étant la source de son bonheur. Sans le formuler comme ça, mais instinctivement, c'est comme ça que son esprit distordu était. Très bien. Et donc, c'est ce que répond Shantideva. Elle dit, mais ce sens commun se trompe lorsqu'il juge pur ce qui est impur. C'est l'un des exemples. C'est c'est dans quoi d'ailleurs? Dans le Chatushataka, dans les 400 stances d'Aryadeva, il y a les 4 premiers chapitres qui sont justement faits pour renverser ces 4 distorsions par rapport aux aspects des 4 normes de vérité, etc. Et donc, pour renverser la saisie de permanence, pour renverser la saisie de pureté par rapport à ce qui est impur, etc. Et ça en fait partie. Et bien sûr, ici, il ne faut pas oublier le contexte, Shantideva parlait à des moines, à une communauté monastique. Et donc forcément, il va parler du corps de la femme, mais une communauté monastique féminine parlerait du corps masculin. Bon, donc, dans les commentaires, c'est ça qu'on trouve. On trouve justement cette mention du corps humain en particulier comme étant repoussant. En fait, c'est parce que le contexte est le contexte monastique. Shantideva parlait à une communauté de moines dans l'université monastique de Nalanda à l'époque. Et donc, on est censé essayer d'éviter l'attachement obsessionnel, d'être totalement mené par le bout du nez, par nos attachements, etc. Et donc, on essaie de voir ce qu'est en fait un corps humain. Et donc, il y a toute une tradition monastique de méditation qui dissèque un peu le corps humain, comme ça, mentalement, bien sûr. Mentalement. Et donc, on essaie d'observer ce qui est sous la couche superficielle, qui paraît si attirante, etc. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, regardez, si vous regardez le journal de la santé ou une émission médicale, etc., dès qu'il y a une opération, en général, on n'est pas tous très avides de ces images-là. On a tendance à détourner un peu le regard. Et pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, la plupart du temps, on est juste attiré par un aspect extrêmement superficiel. Bon, là, c'est le moine qui continue de parler, mais un aspect extrêmement superficiel, etc. Mais si on regarde vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, l'obsession perd de son charme. Ok. Donc, c'est le contexte du débat ici. Ouais. Ok, donc les réalistes, continue Sasanté, les réalistes répondent. Si les choses et événements n'ont pas de réalité intrinsèque ou de nature propre, s'ils ne possèdent pas d'existence intrinsèque et objective, pourquoi avons-nous tous la perception contraire? Pourquoi? C'est une bonne question. Les choses et événements semblent communément être acceptés comme réels, tout au moins sur la base des perceptions. À cela, les Madhyamikas répondent qu'un consensus n'est pas une preuve de vérité. On peut être, par exemple, imaginez que vous soyez enfermé pendant un confinement avec tout un groupe d'anti-sciences. Ça ne va pas faire pour autant que la science n'existe pas. Donc ça veut dire que vous serez entouré d'une majorité de gens qui seront contre la science, mais ça ne veut pas dire que la science n'est pas un fait avéré.
Eh ben, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que plusieurs personnes se trompent qu'elles sont dans le vrai. Ouais. Donc, par exemple, les gens ordinaires considèrent communément que le corps est pur, alors qu'il est en réalité pollué et impur, car il est composé de divers éléments impurs. Donc ça, c'est ce qu'on parlait par rapport aux substances plus ou moins ragoûtantes, etc. Mais on pourrait parler aussi de cet aspect de pureté et d'impureté par rapport à ce qui est contaminé ou non contaminé. Ouais. Ça vous rappelle quelque chose, le fait d'être contaminé, qu'est-ce que ça veut dire? Par l'ignorance, par les afflictions et le karma. Enfin, Oui. Ça apporte des afflictions, la contamination, ça. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Et donc, c'est ce que dit Acharya Vasubandhu dans l'Abhidharmakosha. Il donne la définition de contaminé. Et il dit c'est un phénomène qui, soit en étant objet d'observation, soit en étant concomitant à l'esprit, donc ça veut dire un facteur mental, etc., développe les afflictions. Développe les afflictions, développe les contaminations. Dans ce cas-là, les contaminations, ça va être les afflictions. Donc ça veut dire que soit en étant un objet d'observation, on va être soit obsédé, soit repoussé par cet objet-là, donc ça va engendrer des afflictions, des états d'esprit perturbés, et donc c'est contaminé à ce titre-là. Et les afflictions elles-mêmes, bien sûr, sont contaminées. Ouais, contaminées ou contaminantes, etc. Très bien. Et donc, ça veut dire que la plupart du temps, on oublie que nos agrégats, on oublie la provenance de nos agrégats. Qu'est-ce qui a fabriqué nos agrégats? Comme vous l'avez dit, le karma et les afflictions. Et donc, il y a quelque chose qui cloche dans leur nature. Ils ne peuvent pas être la source du bonheur, ces agrégats contaminés tels qu'on les a maintenant. Ils ne peuvent pas être la source du bonheur. Ils peuvent être un tremplin pour essayer de transformer notre esprit, essayer d'obtenir un maximum de bonheur pour soi-même et pour les autres. Mais en tant que tels, eux-mêmes ne peuvent pas être la source du bonheur, ne peuvent pas être la cause du bonheur. Et ils font le contraire, en fait. Ils sont contaminés dans le sens où ils sont fabriqués par le karma et les afflictions. Et au moment où on les a en ce moment, ils engendrent les afflictions. C'est-à-dire que, regardez le temps qu'on passe pour soigner notre corps. Le temps qu'on passe à faire à manger, le temps qu'on passe à dormir, le temps qu'on passe à faire attention à notre santé, etc. On est l'esclave de notre corps. On est l'esclave de notre corps. Et ça, c'est ce que dit Shantideva dans les chapitres précédents, au 9e chapitre. Et c'est un petit peu ça. Si on regarde le temps qu'on passe pour essayer d'avoir une hygiène de vie, c'est énorme. Et souvent, c'est même au détriment d'une hygiène mentale. Ça veut dire qu'on met toutes nos billes pour le corps et on oublie totalement, je parle pour les êtres en général. Les êtres en général, on laisse totalement notre esprit en friche. On le laisse totalement à l'abandon et à se débrouiller tout seul. Mais on est focalisé uniquement sur le corps. En général, bien sûr. Mais si on commence à se dire, OK, le corps est contaminé, l'esprit est contaminé, mais je peux décontaminer tout ça. À ce moment-là, on commence à se diriger vers une voie de sortie. Ouais. Et la plupart du temps, on oublie tout ça. On pense que nos agrégats sont purs et parfaits. Ouais. OK. Et donc, on essaie bien sûr de remettre les choses à leur place, en fait, tout simplement, grâce à cet entraînement intérieur, etc. Très bien. Donc là, sa sainteté parle surtout des aspects impurs du corps, parce que c'est surtout de ce point de vue-là qu'on essaie de se détourner d'une obsession par rapport au corps, etc. Donc c'est de cette façon que les Madhyamika maintiennent leur position face aux arguments des réalistes. Donc ici, réaliste, ça ne veut pas dire réaliste, le juste milieu entre optimiste et pessimiste. Réaliste, ça veut dire accepter une existence réelle, intrinsèque, véritable, ouais. Très bien. Un élément clé de leur défense consiste à démontrer que la croyance en une existence intrinsèque contredit notre expérience quotidienne. Ok, que la croyance en une existence intrinsèque contredit notre expérience quotidienne. Oui, on peut voir qu'en effet, si on regarde la causalité, par exemple, si la causalité va à l'encontre de l'existence intrinsèque, c'est ce qu'on avait déjà vu précédemment. On avait vu que si un effet dépend de cause, il ne peut pas exister de manière indépendante. Et donc, il ne peut pas exister de manière intrinsèque. Ouais. Très bien. Ok. Et donc, on a le temps encore, ouais, très bien. Dans la stance suivante, les Madhyamika défendent leur philosophie de la vacuité contre des objections qui s'appuient sur les écritures du Bouddha. Très bien, c'est la strophe 7, A, B et C. Si le Bouddha a enseigné que les choses ont une réalité, c'est afin d'amener les êtres sur la voie selon la vérité ultime. Elle n'existe pas, même momentanément. Donc ça veut dire que
ici, c'est comme si on avait l'objection un petit peu en filigrane des adversaires de Shantideva qui diraient oui, mais le Bouddha a enseigné l'existence véritable. Le Bouddha a enseigné l'absence d'existence véritable dans le deuxième cycle. Ouais, vous vous souvenez, les perfections de sagesse? La perfection de sagesse, le deuxième cycle de l'enseignement du Bouddha, c'est là où le Bouddha a dit rien n'existe de manière véritable. Ouais. Mais dans le premier tour, il a simplement parlé du non-soi de la personne. Il a juste dit la personne n'existe pas en soi, etc. Il n'y a pas d'atman, il n'y a pas de soi autosuffisant substantiel, etc. Mais c'est comme s'il sous-entendait que les agrégats, etc., ou même que la personne aurait une existence inhérente. C'est-à-dire qu'on peut réfuter un soi grossier de la personne et toujours saisir un soi subtil de la personne. Ouais. Quand le Bouddha a dit au tout début, il n'y a pas d'atman, il n'y a pas de soi permanent, unitaire et autonome. Donc ça, c'est le troisième aspect de la première noble vérité, le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atman permanent, unitaire et autonome. C'est ce que la plupart des écoles vont accepter. Et quand le Bouddha dit ensuite il n'y a pas de soi, il dit il n'y a pas de soi autosuffisant et substantiel. C'est le quatrième aspect de la première noble vérité. Ouais. Et donc là, c'est juste des affirmations d'un non-soi plutôt grossier. Et donc ça sous-entend que la personne pourrait avoir une existence inhérente, intrinsèque, purement objective, etc. Et que les agrégats auraient une existence inhérente. Ouais. Et donc, les essentialistes vont dire, nous qui nous appuyons sur le premier cycle de l'enseignement du Bouddha, dans ce premier cycle de l'enseignement du Bouddha, il y a bien l'affirmation de l'existence véritable. Ouais. Les Vaibhashika et les Sautrantika disent, le Bouddha a parlé du non-soi, des phénomènes, etc., de la vacuité dans le deuxième cycle, mais nous ne l'acceptons pas, le deuxième cycle. C'est ce que disent les Vaibhashika et les Sautrantika. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est ce qui va suivre dans la suite du débat. Et donc ici, Shantideva répond avec cette strophe A, B et C. Il dit en fait que si le Bouddha a parlé d'une existence véritable, intrinsèque dans le premier cycle, c'est pour éviter d'apeurer en fait ses disciples. S'il avait dit tout de suite à tout le monde, s'il avait parlé que de la vacuité, d'existence inhérente, comme le fait Arya Nagarjuna, etc. Ah, on a perdu. Oui. Et la vacuité. L'impermanence. Oh là là. Est-ce qu'il existe vraiment lui aussi? Voilà, il est un peu statifié là.